Ah, c'est parti pour un nouveau numéro de votre émission 45 minutes pour convaincre. Sur ce plateau, nous recevons pour vous Monsieur Guy Coucou. Il est coordonnateur national de l'intersyndicale nationale du Congo, mais également président de la Confédération démocratique du travail, CDT, et qui est déjà sur ce plateau. Bienvenue, Monsieur Guy Coucou. Merci José, merci beaucoup. Je salue tous vos auditeurs. Voilà, encore les travailleurs, toujours les travailleurs, vous êtes de jour le jour en position de réclamation, de défense. C'est un travail quand même pas facile hein, d'être syndicaliste. Oui, mais tout à fait, être représentant des autres, la bouche des autres, parler au nom des autres, défendre les intérêts des autres, ce n'est pas une chose aisée, surtout dans le contexte de nos pays qui sont sous-développés, avec des autorités qui n'écoutent pas, qui ne sont pas réceptifs, qui n'agissent pas, qui dorment. Il faut les réveiller chaque fois parce que la situation dans les Congo profond, dans la masse, rien ne marche, la situation est chaotique, la situation est misérable. Et si nous ne parlons pas, si on ne fait rien, je crois qu'on va arriver à un monde du travail. Ah, mais les travailleurs, les syndicalistes, lorsque ça marche, on ne vient pas féliciter l'autorité ou dire voilà, ça marche quand même, à tel niveau ça marche. Mais on cherche toujours le petit bouton noir. Non, il n'y a pas de bouton noir. Vous savez, dans la vie, Dieu t'a donné les pieds pour marcher. C'est comme si quelqu'un peut te reprocher, dire, mais José, quand tu bats, pourquoi tu ne te plains pas? Quand tu marches, c'est quand tu ne marches pas, quand tes pieds sont malades, tu te plains. Mais c'est normal, tu es fait pour marcher. La vie est faite pour qu'on vive. Et si les gens vivent, ça c'est une situation normale. Mais les gens doivent se plaindre quand ça ne marche pas. Féliciter, c'est quoi? Féliciter les gens, c'est l'expression de la joie que les gens, quand les gens sont bien, ce sont des félicitations et c'est une situation normale. Mais dans le contexte de notre pays, ça donne la joie à quel moment? Dis-moi l'année, les mois que tu connais, où ça a bien marché, il fallait que je vienne pour ascenser, féliciter les gens. En tout cas, en 2019, nous avons vu les enseignants étaient très contents, les salaires ont été augmentés, voilà, et puis vous n'avez jamais fait écho de ça, hein, mais les enseignants ont jubilé quand même. Les enseignants qui ne sont pas mécanisés jusqu'à aujourd'hui, les enseignants qui n'ont même pas de contrats, parce qu'il n'y a pas que des Chinois qui ne donnent pas les contrats, même les gouvernements ne donnent pas les contrats aux fonctionnaires, à certains fonctionnaires. Ils sont là sans matricule, ils sont là impayés, ils sont là non affectés, ils sont là et c'est toi tu parles de 2019, mais attends, la situation dure de 10 ans, de 15 ans. De quoi vous parlez, Joseph? C'est ça le problème. Vous êtes un Congolais assis dans votre bureau ici, deux personnes viennent vous dire que tout marche bien. Vous dites dans tous les pays les enseignants. Mais si vous dites ça devant les enseignants, je vous amène dans une assemblée générale en Djili, mais vous serez lynché. Monsieur, il ne faut pas dire ça. Parce que vous êtes à la télé, on voit votre visage. Un jour, vous allez vous croiser avec les enseignants dans un bus, dans un taxi. On dira, José, c'est... Mais il faut quand même accepter lorsque des efforts sont fournis. Lesquels? Mais les efforts, c'est ce que nous cherchons. Lesquels? Dis-moi lesquels. Alors, puisqu'on parle des travailleurs, la situation des travailleurs semble être difficile, mais aussi, surtout à l'intérieur du pays, surtout dans des zones de l'Est où règne de l'insécurité, là, la situation des travailleurs semble être pire. Hein. Non seulement à l'Est, va ici au Bas-Congo. Moi, j'ai fait une tournée, j'étais au Bas-Congo. J'ai fait une tournée. Il y a mes collègues que j'ai envoyés qui sont partis dans les deux Kivu, des anciens deux Kivu. À Lualaba. J'ai vu vos traces quand même dans le Bas-Congo, dans le Kinzamvouete, partout où je suis passé, j'ai vu votre CDT là-bas. À Lualaba, il n'y a que des grèves. Depuis les 2 derniers mois, il n'y a que des grèves jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons saisi les ministres, il y a une lettre que nous avons saisi les gouvernements. Rien, mon cher ami, rien. Ne dites pas au fond. Même ici à Kinshasa, ici à Matadi, ici à Boma, à Mwanda, ici à Mwanda, je vous ai dit la fois passée que le courant est là.
il y a une société qui jette les courants dans l'eau. 24 heures sur 24, ils jettent ça. Là, toute la population à Mwanda est dans les noirs. Il n'y a pas de courant à Mwanda, dans l'obscurité. À côté, on jette. Vous êtes là sur les rives, vous voyez l'océan. Les courants brillent 24 heures sur 24, on jette. Alors que la cité de Mwanda n'a pas de courant. Vous allez, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quoi? Quand je veux parler, vous allez dire, mais vous vous plaignez. Je ne me plains pas, mais on est dans un pays où tout est là, des individus, des Chinois, on va en parler tout à l'heure, des Chinois, des Américains, des Européens, à l'Est, ils font la loi. Les gouvernements ne peuvent même pas ouvrir sa bouche. Les gouvernements humiliés, les gouvernements, donc des Chinois ici, mais pour eux, le Congo, mais il n'y a pas un président, il n'y a pas un gouvernement. Alors, puisqu'on parle des entreprises, vous représentez les travailleurs, la situation dans des entreprises, certaines entreprises également qui sont à l'Est, dans ces entreprises où la situation des travailleurs semble être très difficile. Nous allons suivre une petite vidéo, des témoignages de certains travailleurs, de la presse même. Et après, on va revenir sur ce plateau pour commenter avec le représentant des travailleurs du Congo. On est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de surréaliste. Quand on dit qu'on est indépendant, on doit quelquefois s'interroger si c'est vrai. Nous sommes à Kamituga. On est venu pour voir la mine. La mine est à moins de 30 km d'ici. Mine non autorisée, exploitée par des Chinois. Personne ne peut mettre un nom sur la société chinoise. Par politesse, le ministre des Mines provinciales a appelé les Chinois pour leur dire « on vient chez vous aujourd'hui ». Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les portes, ils sont partis. Ici, c'est le trafic d'autre chose, sauf que c'est plus soft. À vous, jeunes, de ne pas laisser faire. Ne vous laissez pas faire. Nous nous sommes laissés faire. Vous ne devez pas accepter ça. C'est inacceptable, tout simplement. Aux autorités congolaises de prendre aussi leurs responsabilités. Ça ne peut pas exister. Derrière nous, il y a un ministre des Mines provinciales qui est avec nous sur le tarmac. On ne peut pas bouger. Là, nous sommes à l'aéroport de Bukavu. Pour aller sur une mine du Congo, il faut l'autorisation des Chinois. Ça veut dire que il existe un territoire chinois dans ce pays, la RDC. Un territoire chinois tout simplement parce que personne ne sait ce qu'on produit dans ces mines-là, personne ne sait les quantités de minerais que l'on sort dans ces mines-là. Personne ne sait ce qui se passe dans ces camps-là, dans ces mines-là. Ils déclarent ce qu'ils veulent, mais c'est classé en mine artisanale. Dans les statistiques des mines que l'on présente, personne ne peut dire ce qui sort des mines chinoises. Les compagnies occidentales qui ont acheté ici il y a quelques années, qui ont signé ici il y a quelques décennies, les ont toutes vendues à celui qui avait du liquide, les Chinois. Aujourd'hui, si vous voulez visiter une mine, vous demandez l'autorisation en territoire congolais. Comment peut-on parler d'indépendance? Est-ce que ça ne nous interpelle pas? Les Chinois ont leur propre milice pour exploiter. Il y a des mines qui sont exploitées. Le plus proche de nous ici, quand vous allez dans Kaouzi-Biega, les Chinois sont en train d'exploiter. Je ne sais pas, ils ont l'autorisation de qui, mais je peux vous dire aussi qu'ils sont maintenant en train de vendre de l'or sur le marché noir. Donc, c'est-à-dire, ils viennent de l'or exploité sur le territoire congolais. L'autorisation de qui, on ne sait pas, mais cet or est vendu sur le marché noir. Ça veut dire qu'ils ne paient pas de taxes, ils empochent leurs dollars et ils partent. C'est tout de même une autorité morale ici. Nous nous sommes décidés à aller sur place enquêter, voir comment se partage cette manne naturelle. Après l'extraordinaire périple dans les hautes montagnes du Nord Kivu, dans les mines de Rubaya, dans la belle et luxuriante région du Massissi, nous avons tenté ensuite de nous rendre dans les mines de Walikale, toujours dans le Nord Kivu. Figurez-vous que malgré la présence dans notre avion des autorités locales, notamment des députés nationaux, du président du conseil d'administration de la puissante GECAMINE, des administrateurs de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, malgré l'autorisation donnée par la présidence de la République, tenez-vous bien, la société américaine Alpha Mine, propriétaire de Bézi, à Walikale, producteur d'étain et de cassitérite, nous a clairement dit
qui n'acceptait pas que nous venions chez lui. Pas question de venir fouiller dans ses affaires. En plus, c'est lui qui possède l'aérodrome, le seul dans le coin. C'est dire la puissance de la firme. Il est sur son territoire et pour atterrir sur place, même l'autorisation de la présidence de la République ne suffit pas. Allez donc déterminer les quantités d'or et de coltan qu'il y produit. Allez donc savoir ce qu'il fait dans sa propriété, puisque l'autorité n'y a pas accès. Une discrétion qui accrédite la thèse selon laquelle il y extrait le minerai rare, très rare de nobium, celui nécessaire à la stabilisation des fusées. Circuler, il n'y a rien à voir. Il n'a d'injonction à recevoir de personne. Congo dit Panda. Bref, de guerre lasse, nous avons capitulé et figurez-vous que nous sommes là dans la région du Nord Kivu qui est en état de siège, avec un gouverneur militaire. Impossible de le faire plier. Il est le roi sur place, n'en déplaise à ceux qui parlent de souveraineté du Congo. Nous avons ensuite mis le cap sur le Sud. Voilà, nous venons de suivre un petit document parce que nous parlons du travail, des travailleurs. Est-ce que vous avez des échos des travailleurs qui évoluent dans ce genre de mines? Oui, merci José pour la parole. Parce que là, je voudrais que vous parliez. Quand c'est Alain Foucan là, c'est pas un Congolais, c'est un Camerounais. Il travaille en France. Indigné de la France où il est indigné des conditions que les Chinois, que les Américains, bref, certaines multinationales infligent au Congo. Là, il parle de gouvernement. Cette humiliation-là qu'il a subie, c'est M. Youma, le patron des patrons. Qui l'a subi, ce sont les députés, les représentants du peuple congolais. Qui l'a subi, c'est le président de la République, parce qu'il y a eu autorisation de la présidente de la République. Imaginez, parce que chaque fois quand je viens, je vous dis non, vous vous plaignez, ça va bien. Si les Chinois n'ont pas peur d'un ministre congolais, les Chinois n'ont pas eu peur du président de la présidence de la République, les Chinois n'ont pas eu peur du député, du gouverneur, les Chinois n'ont pas eu peur des FARDC, du gouverneur militaire qui est là. Maintenant, quand nous venons les travailleurs qui sont mal payés, qui n'ont pas de contrat, qui n'ont rien, nuit, quand nous parlons de ça, je viens, j'écris, vous dites non, vous vous plaignez, tout va très bien. Vraiment, là, vous n'avez pas honte, M. José, vous n'avez pas honte, vous êtes journaliste. C'est votre collègue journaliste qui dit ça. Vous n'avez pas honte. Est-ce qu'il y a un Congolais qui peut se lever et regarder? Est-ce que le Premier ministre peut regarder ces images et dire qu'il est Premier ministre au Congo? Est-ce que les gouverneurs de ces provinces-là peuvent se lever, regarder ces images et raconter à un Alain Foucan, qu'ils sont autoritaires au Congo? J'ai posé la question, vous êtes allé un peu plus loin, c'est ce que j'ai posé, j'ai voulu savoir si vous avez la situation des travailleurs qui travaillent dans ces coins-là. Mais je vous ai toujours dit, ces travailleurs-là, ce sont comme des Ils sont sans contrat. Ce sont des bêtes sauvages pour les Chinois. On les fouette. J'ai envoyé à Madame la ministre des images. Quelqu'un, on dit, il a fait une faute. Les Chinois, on jette de l'eau là, vous voyez de l'eau de sale là, des usines, de la boue là. On dit sa punition, il roule sur cette boue là. Il roule. Donc, comme pour dire que des Chinois sont devenus des petits dieux dans leurs entreprises. Ça va encore. Dieu, ça va parce que Dieu nous laisse. Toi et moi, nous faisons parfois des erreurs, Dieu nous laisse. Dieu, ça va, Dieu est bon. Il ne faut pas mettre un Chinois comme un Dieu. Les Chinois, c'est l'empire de Satan. Les Chinois, la dignité d'un homme n'existe pas. La dignité d'un président n'existe pas. La dignité d'un ministre n'existe pas. La dignité d'un gouvernement, ça n'existe pas. Lui, il a trouvé les mines au Congo. Le Congo est devenu... Vous n'avez pas suivi les journalistes. Alors, ils ont des contrats aux officiels. Attends, quel contrat officiel? Mais pour que les Chinois aillent exploiter là-bas, ou je ne sais pas, les entreprises qui exploitent, ils doivent avoir quand même des autorisations de l'État congolais. Mais pourquoi est-ce que vous avez des oreilles et vous ne voulez pas entendre? Vous n'avez pas entendu. Le monsieur dit mine non autorisée. En français, ça veut dire quoi? Mine non autorisée. Toi, tu es journaliste. Ça veut dire quoi? José, pourquoi vous avez... Mais si on dit mine non autorisée, mais comment sont-ils arrivés là? José, ici,
ici, ce n'est plus moi qui parle. Ici, il y a des images, il y a un son. Et celui qui parle, c'est un journaliste comme fou. Non, José, la situation des travailleurs congolais est à ce point, Dieu merci. Ces images-là, Dieu merci. Les images témoins, les images qui parlent d'eux-mêmes. Alors, moi, c'est ça la question. Nous avons écrit, et il y a une lettre là, intersyndical. On a lancé ça au ministre du Travail. Parce que franchement, le président de la BCE a copié, le premier ministre aussi. Ce n'est pas. C'est-à-dire, ces reportages-là, quand on voit, on aime. Vous avez écrit au président, pardon, au ministre du Travail pour demander quoi? Pour demander que le monde du travail n'est plus contrôlé. Le monde du travail congolais n'est plus dirigé. Ce sont les Chinois qui sont des dieux du monde congolais. Ce sont les multinationales qui sont des dieux congolais. Ils n'entendent plus ni les lois de la République. Ils ne craignent plus ni le président de la République. Ils ne craignent plus les ministres. Ils ne craignent plus les députés. Ils ne craignent plus même la fête qui est leur corps. Ils ne craignent plus personne dès qu'on leur a donné l'argent. Alors moi je dis, je ne sais pas pourquoi on donne tous ces pouvoirs au Premier ministre, au président de la République, à l'armée, un individu qu'on peut arrêter. Moi je suis, écoute, franchement, je suis une autorité comme ça, ou bien je démissionne. Mais ces Chinois-là, moi, dans mes attributions, on les cueille, même si c'est Bill Gates qui l'a envoyé. Alors, selon vous, attends, même si c'est le président des États-Unis, des Chine qui l'a, on va les cueillir, on les met dans un paquet, on l'envoie. Son président vient, je dis, ok, donne-moi l'exemple d'un Chinois qu'on peut faire comme ça chez toi, et puis on va là. Alors selon vous, qu'est-ce qui il peut motive venir humilier les travailleurs, humilier nos autorités, humilier les gouvernements, humilier tous les systèmes. Qu'est-ce qui justifie finalement cet excès des ailes de certains investisseurs chinois dont vous êtes en train de parler? C'est la situation de non-État d'un pays. C'est la situation de nos autorités qui rampent devant des petits opérateurs. C'est la situation de nos autorités qui sont impuissants, qui craignent. C'est ça que je dis. Comment? Ce journaliste dit ceci. On est dans un territoire qui est sous état de siège. C'est-à-dire là, c'est les militaires qui font la loi. N'est-ce pas? Ces Chinois, ces Américains n'ont ni armée, ni quoi. Comment peuvent-ils? Et il y a même plus que ça. Il y a un travailleur qui nous a écrit, qui m'a écrit. Ce n'est pas seulement ça. Quand les Chinois ont vu cette délégation, ils étaient à 30 km. Ils ont coupé, je dis bien, détruit les ponts qui devaient amener les véhicules là-bas. Non seulement ils ont fermé leurs idées, ils ont même détruit les ponts pour que ces gens-là ne passent même pas. Détruit. J'ai un témoignage. J'ai ça. Monsieur le journaliste. Alors, maintenant, selon vous, alors, vous êtes quand même un responsable, un haut responsable au niveau de travailleurs. Quelle peut être la solution? Qu'est-ce que vous proposez à l'autorité? Non, c'est qu'il faut des gens comme ça d'abord. Il faut parler de ces cas. Le problème, pourquoi les Chinois ne craignent pas? Vous pensez un Chinois comme celui-là, on les prend, on les met manimita dans un avion, on dit, si tu vas parler, c'est dans ton pays, on l'envoie. Son pays ou ambassadeur dit, on dit, monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît, sauf le respect que nous avons, aucun Congolais ne fera ça dans votre pays. Et ici, vous n'allez pas autoriser, ce n'est pas en Chine. Si en Chine on fait comme ça, ici au Congo, c'est interdit. On ne peut pas le faire et vous ne pouvez pas discuter, vous devrez avoir honte en tant qu'ambassadeur de venir de discuter des choses comme ça. Parce que même vous, dans votre pays, on respecte les ministres. Dans votre pays en Chine, on respecte le président de la République. Dans votre pays en Chine, on respecte les gouverneurs. Vous ne pouvez pas venir ici, un petit Chinois qui vient les pieds nus, on lui donne la forêt. Il n'avait rien, ils viennent avec d'abord de faux investissements. Ils font de fausses déclarations. Quand ils disent on a amené 30 millions, ce n'est même pas 30 millions. Ce n'est même pas 30 millions. Parce que quand quelqu'un qui amène 30 millions, il est avec des pantoufles, il ne sait même pas s'habiller, il ne sait même pas comment on porte une culotte. Il ne sait même pas. Alors, ces gens-là entrent dans un pays. Les ministres qu'on a refusé d'entrer, c'est le ministre provincial? Le ministre provincial. Mais là, il n'y a plus de ministres provinciaux puisqu'on a suspendu, depuis qu'on est entré en état de siège, les ministres provinciaux ne fonctionnent plus. Il n'y a que le gouverneur. Non, mais le gouvernement fonctionne, il n'y a pas de gouvernement. Il y a le gouvernement a un gouverneur. Il y a le gouverneur et son vice,
Les autres ont été mis en congé. Oui, mais attends, ces services-là ne sont pas gérés. Il n'y a pas de responsables qui s'occupent des services de mines. Non, le pays n'a pas été détruit. Ne dites pas ça. Mais même si c'était ça, mais attends, tu penses que ce monsieur-là est un fou? C'est pourquoi je dis, monsieur, pourquoi vous avez les yeux, vous ne voulez pas voir? Vous avez des oreilles, vous ne voulez pas entendre. Parce que tu dis là, tu es dans une science-fiction, tu es en l'air. C'est un reportage. L'image est là, le son est là. Les images, l'avion est là. On monte et l'avion. On monte et le territoire. On monte et l'endroit. Vous avez écrit au ministre. Vous avez écrit des questions qui n'existent pas. Vous avez écrit au ministre du Travail. Le feedback, c'est quoi? Non, c'est ce que nous disons. Il n'y a pas de feedback. On doit revoir le monde. On doit reformuler le monde. Il doit y avoir des sanctions. S'il y a dans tous les pays du monde, on craint, on fuit, on respecte l'autorité à cause de la sanction. Parce que si on est dans un monde où les opérateurs économiques, parce qu'il n'y a pas que ça. Ça, c'est les reportages. Et encore, vous êtes officier parce que c'est à l'EFCO un étranger qui vient faire ça. Ici, à Kinshasa, le gouvernement a revu les tarifs des billets d'avion ici. Vous n'avez pas entendu ça. Vous n'avez pas vu la réaction des autres, des hommes d'affaires. C'est un pays, ça. Vous appelez ça un pays? Ça peut marcher comme ça dans un pays. Il y a plus de... Il y a même mais les billets d'avion ont été... Même les minimums ont été réellement réduits. Comment? Les billets d'avion ont été réduits. Et après combien de péripéties? Après combien d'humiliations? Après combien de... C'est plutôt le produit des alimentaires qui ne sont pas encore... apparemment là, ça même les billets pour qu'on en arrive à cette réduction-là, tu sais ce qu'ils sont. Parce que vous êtes hypocrite, vous ne voulez pas dire la vérité. Mais moi, j'ai vécu, j'ai vu, et nous avons acheté les billets. J'ai envoyé des collègues qui ont voyagé. À cette période, je sais ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qui se passe? Et même les prix ne sont pas... Les tarifs ne sont pas respectés? Les tarifs ne sont non pas seulement respectés, mais moi je ne suis pas là. Moi je suis dans les conditions des travailleurs. Pour vous dire, si ces gens, faites une analogie seulement. Si ces gens, ces Chinois-là, s'ils ne peuvent pas respecter un ministre, même une délégation officielle qui vient avec des militaires, ne fait que par ironie, par hypocrisie, toute personne censée, il dit non, bon, on fait passer ça au maquis. Ça. Mais quand ils se retrouvent devant les travailleurs, imagine les conditions de travail dans lesquelles ces gens travaillent dans des conditions abominables. Ces gens travaillent dans des conditions irrespectueuses. Ces gens travaillent comme des animaux de la forêt. Il n'y a ni respect pour eux, ni un droit pour eux, ni un contrat pour eux. C'est pour cela que nous demandons au ministre du Travail. L'inspection doit être réformée. On doit recruter. Sinon, soit on est un pays, soit on n'est pas un pays. Et puis, le monde du travail, c'est le monde qui génère tout l'argent que le gouvernement ici, les taxes, les impôts, les tout. Ça vient d'où? Ça vient du monde du travail. Comment on peut négliger un monde comme celui-là? Un ministre du Travail ne contrôle rien. Vous savez, même les étrangers. Dans chaque entreprise, il y a un pourcentage pour le nombre des étrangers. Ce pourcentage n'existe plus. Même l'octroi des permis de travail des étrangers, ça n'existe plus. Vous savez maintenant, l'inspection du travail, là-bas, le ministère du Travail donne, le DGM donne, tout le monde donne, mais finalement, ce sont les travails, et même dans les sociétés ici, la sous-traitance. Est-ce que vous savez maintenant tous les emplois, les comptables, les télécoms, tous les emplois, si on envoie un PDG chinois ou un PDG indien, tout ça, il vient, il sous-traite cette filiale. Les comptables sont sous-traités. Allez dans toutes ces sociétés que vous voyez, la télécom ou les autres, les comptables sont sous-traités. Les techniciens. Et pourquoi l'entreprise elle-même ne peut pas exploiter ses propres engins? Et quand il a sous-traité ça, vous savez, ce travail-là est envoyé dans leurs pays respectifs. Si c'est un Chinois, et c'est sous-traité en Chine. Si c'est un Indien, c'est sous-traité en Inde. Donc, le travail de... C'est-à-dire, nous allons rester ici. Vous voyez une entreprise, on a écrit les noms, mais les travailleurs sont en Chine. Les travailleurs sont en Inde. Les travailleurs sont... Bon, alors on a un ministre du Travail pour qu'il fasse quoi? Le rôle le ministre du Travail va servir à quoi? Parce que le ministre du Travail, c'est pour protéger le premier rôle dans le code du travail. Son premier rôle, on l'appelle le ministre de l'Emploi. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de l'emploi, il n'y a pas de travail, il n'est pas ministre. On l'appelle ministre du Travail.
Ce travail doit exister d'abord pour les Congolais. C'est d'abord pour les Congolais. Alors voilà pourquoi nous disons non. On doit revoir les choses. On doit repenser le monde du travail congolais. On doit repenser, on doit mettre des sanctions. Mais vous avez un cadre quand même où vous discutez un peu avec l'autorité sur certains éléments qui doivent faire fonctionner ces secteurs du travail. Oui, il y a un cadre, c'est le Conseil national du travail. Ce cadre-là ne fonctionne pas. Il était prévu 2 fois par an, il faut les convoquer. On les convoque très rarement, et même quand on les convoque, ce n'est pas pour des questions générales, c'est des questions spécifiques, soit à la demande d'une des parties, les employeurs ont demandé, ou une entreprise a demandé qu'on revoie telle loi pour faire ça. Mais appeler les États, voilà pourquoi nous on a dit au ministre, on doit convoquer les États généraux du monde du travail pour essayer de parler de toutes les situations. Et les travailleurs ne peuvent, les syndicats, le syndicaliste ou les travailleurs, la partie employée ne peut pas demander ces conseils? Mais même si vous demandez, on vous dira non, il n'y a pas de budget, parce que pour qu'on convoque, il doit avoir un budget. Non, le gouvernement n'a pas de budget. Parfois, ce sont ces entreprises-là demandeurs qui financent, quelquefois aussi, qui financent pour qu'on ait ça. Or, la loi a prévu que chaque année, il doit y avoir des conseils nationaux, 2 chaque année ordinaires et des conseils extraordinaires pour des questions spécifiques. Il arrive. Le dernier a eu lieu quand? Il arrive qu'on fait 2, 3 ans sans même un seul conseil national. Le dernier conseil, c'était quand? Le dernier conseil a eu lieu en 2019, je crois. 2019 ou 18, en 2019 ou 18, le dernier a eu lieu. Et c'était sur une question, parce que c'était à la demande de l'OCC. L'OCC voulait qu'on puisse revoir à la demande de l'OCC et de l'INPP. C'était des questions liées au fonctionnement de l'OCC mais les questions générales des autres aspects. D'abord, c'est un conseil qu'on convoque pendant 5-10 jours pour les questions-là. Et puis, toutes les autres questions, non, on n'a pas le temps, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de... Bon, un gouvernement qui n'organise pas son monde du travail, un gouvernement qui n'organise pas son pays, qui ne sait pas combien... Nous sommes les seuls pays au monde. Vas-y, prends ton micro. Pourquoi vous ne travaillez pas? Vous êtes tellement paresseux, assis. C'est quoi ce que vous êtes en train de dire? C'est vous maintenant qui contrôlez le journalisme? Mais pose la question. Va voir le ministre du Travail. Dis-lui, au Congo, il y a combien de travailleurs? Il y a combien d'emplois? Il y a combien de travailleurs? Va. Mais vous devez le savoir parce que vous représentez l'ensemble des travailleurs. Comment je vais le savoir? Mais oui. Je représente les travailleurs, les statistiques ne sont pas pondues par les syndicats. Attends, qu'est-ce que vous racontez là? Qui gère le pays? C'est les syndicats. Je suis un acteur, un maillon, mais toute une chaîne. Il y a des données que les employeurs ont. Ils ne me donnent pas à moi. Je ne suis pas... ce n'est pas ici à déverser toute votre colère. Il y a monsieur Guy Coucou. Je ne sais pas une colère. En conclusion, parce qu'il ne faut pas seulement présenter les choses telles que ça se trouve, mais vous êtes quand même un partenaire de l'État. Oui. Il faut proposer des solutions idoines. Alors, vous avez parlé l'autre fois de l'audience que vous avez demandée auprès des autorités. Je pense que vous avez eu gain de cause. Bon, qui m'a reçu? Je ne vous ai pas dit qu'on m'a reçu. On a demandé des audiences. Bon, vous savez, en RDC, nous sommes des syndicalistes, nous sommes tellement minables qui va nous recevoir. Ce n'est pas important de nous recevoir, nous sommes tellement minables que l'audience, il faut réserver aux musiciens et à tout le monde. Bon, nous, on ne représente rien. Mais ce qui est intéressant dans votre question, vous avez dit, mais il y a des mécanismes, il y a des cadres. Je vous ai dit, l'État a créé des structures pour l'aider à gérer le monde du travail. Un, c'est l'ONEM. 2, INPP. Même la CNSS aussi. Ce sont des mécanismes, des structures que nous tous, nous avions voulu, qu'on a créées pour avoir des éléments. Mais malheureusement, l'ONEM ne fonctionne pas bien. L'ONEM fonctionne, même l'autorisation des... L'Office de l'emploi. Oh, oui. Même, combien d'emplois au Congo demandés? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de statistiques. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, finalement, mais les ministres, ils demandent quoi à ces gens-là? Parce que le travail, c'est les ministres qui demandent. Le ministre dit, moi,
j'ai besoin de telles statistiques. Vous devez me donner de telle période à telle période, j'ai besoin de tel élément. De telle période à telle... C'est le ministre, parce que c'est son monde, c'est son secteur, c'est lui qui doit l'organiser. C'est lui le patron. C'est lui le patron de ce monde-là. Et un patron, il a des objectifs. Il a des choses qu'il veut avoir, il a des choses qu'il veut faire, il a un cahier. Mais nous avions demandé, on a fait une feuille de route. Nous avions relevé des points saillants pour nous, qui sont prioritaires pour réorganiser le secteur du monde du travail. Malheureusement, le ministre ne nous a pas encore reçus. Malheureusement, toutes ces choses, on devait lui donner dès le début de la publication du gouvernement. Malheureusement, jusqu'à ce temps, il n'a pas pu nous recevoir pour avoir ça. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas non plus notre travail. Nous, on voulait donner une contribution. Mais ce qui est malheureux, c'est que l'ONEM existe et ne produit pas ce qu'elle devait produire comme office. L'ONEM ne donne pas les résultats qu'il devait donner pour donner les statistiques, pour repérer les entreprises, pour donner le nombre de travailleurs, pour recenser le nombre de demandeurs d'emploi, pour recenser les emplois qui demandent des qualifications, pour recenser les entreprises, parce que même toutes ces entreprises ne déclarent même pas. Vous avez vu les Chinois là, dans son entreprise, qu'est-ce qu'il viendra faire à l'ONEM? Si déjà il ne peut pas recevoir, quand même l'ONEM va demander, qui va lui donner? Les inspecteurs du travail n'en parlent même pas, ils ne vont pas entrer dans ces entreprises-là pour aller contrôler. Parce que vous avez... Bon, nous allons, c'est ça la question, nous allons continuer de cette façon-là. On a un premier ministre, on a un ministre d'emploi, on a un président de la République. Ils entendent tout ça passer. Ces images, quand même, on ne va pas me dire qu'ils n'envoient pas ça, ils n'entendent pas ça. Ces images ont traversé même nos frontières, sont passées même sur France 24. Tout le monde. Et quand on voit ça, et puis on a regardé point, c'est tout. Ah non, quand on voit ça, quand on a des responsabilités, on dit, tiens, c'est quoi ça? Et puis, on interpelle tout le monde qui est dans ce couloir-là. On dit, allez immédiatement, faites-nous un rapport. C'est qui a fait ça? Et c'est comment? Et puis, pour effacer ça, il faut effacer cette honte, il faut effacer cette humiliation. Mais nous nous retrouvons dans une situation où tout ça c'est connu, même les autorités, ils regardent ça comme tout le monde. Et puis c'est passé. Ils vont se rire comme tout le monde, ils vont aussi s'étonner comme tout le monde. Et aucune action n'est engagée pour enrayer cette situation, pour enlever cette situation. Voilà, Monsieur Gikoukou, vous êtes responsable ou coordonnateur de l'intersyndicale nationale du Congo. Je crois que les autorités ont entendu votre voix. On espère que, étant partenaire de l'État, il y aura bel et bien des entretiens ou d'entretien ou de réflexions entre les deux partenaires, l'État et le monde du travail, pour trouver finalement des solutions afin de résoudre quand même le problème des travailleurs, parce que le pouvoir actuel, on dit toujours que c'est le peuple d'abord. Or, le peuple, c'est aussi et surtout les travailleurs. Oui. Nous allons tourner un peu de la page pour parler un peu sécurité. Vous l'avez d'ailleurs évoqué au niveau du Nord Kivu et du Sud Kivu, pardon, et de l'Ituri. Et il y a l'état des sièges qui est en train de se poursuivre. Mais pas plus loin qu'hier, il y a eu encore des sabotages où des véhicules, un convoi a été attaqué. Finalement, cette histoire de l'Est, en tout cas, on ne sait plus par quelle voie finalement marcher. Ça semble être difficile pour tout le monde. La solution reste compliquée. Mon cher ami, quand j'entends ça venant de vous, non, moi ça me fait de la peine. Il y a pas, la vie n'est pas facile, mais il y a des responsabilités. Qu'est-ce qui vous étonne? Ce qui se passe, ce n'est pas parce que c'est impossible à faire, non, c'est faux. Il y a des complicités, c'est-à-dire que les complices ne sont pas encore démantelés, c'est tout. Et que le chef de l'État était parti là-bas, non? Quand il est revenu, il a fait un point de presse ici, vous avez suivi. Il a dit qu'il y a de la mafia. Tous ces gens qui mangent
Parce qu'on a augmenté des effectifs. Mais on a arrêté tous ceux qui étaient soupçonnés dans tout ça. Ils ont été jugés, ils ont été condamnés. Non, on n'a pas arrêté la chaîne. On a arrêté certaines personnes. On a arrêté certains colonels, on a arrêté. Mais le général qui commande la chaîne est là. Vous les laissez. Vous avez arrêté un colonel qui est plus bas, là, un comptable qui est plus bas. Il y a même des généraux qui ont été arrêtés. J'ai dit, on n'a pas arrêté tout le monde de la chaîne. José, vous êtes journaliste. Mais on arrête selon les conclusions des enquêtes. José, quand il y a un soupçon sur une chaîne, c'est toute la chaîne qu'on contrôle. C'est toute la chaîne qu'on neutralise. Tout le monde est suspect. Je suis ici dans votre studio. Si on dit qu'il y a une bombe ou quelqu'un qui est en train de bombe, même moi que vous avez reçu là, personne ne sort. Toute personne qui va se trouver ici, il est considéré comme suspect. On fuit personne par personne et on ne laisse personne partir. Donc, il ne faut pas que nous puissions réduire les choses. Et vraiment, José, quand nous parlons de la République, j'aimerais que vous soyez, vous aussi, dans un état qui n'est pas celui-là, où vous pensez que les choses sont bonnes, où les choses se passent. Alors, mais finalement on ne comprend plus rien. On a espéré que l'état de siège pourra arrêter toutes ces tueries. Apparemment, même pendant l'état de siège, les actes de terrorisme continuent. Finalement, bon, on peut parler des complices, mais on en parle. Mais la solution, c'est quoi? Oui, mais la solution, justement, les chefs de l'État doivent aller plus loin que là où il est actuellement. Il doit aller plus loin. On a dit, José, j'ai parlé avec vous ici pendant plusieurs fois. C'est pourquoi j'ai dit, José, nous devons nous entendre. Les militaires, il y a des gens qui ont fait 20 ans là-bas. Ils sont devenus des chefs coutumiers. Il y a des gens qu'on ne peut même pas miter. Attends, on est dans ce cours là. Et vous voulez que ça change comment? Les mêmes personnes sont là. Ça fait 10 ans, il y a même des militaires, quand on les mite là-bas, quand ils sont de ces côtés-là, ils ne peuvent pas venir vers Kitona. Ils ne peuvent pas aller vers Kisanga, ils ne peuvent pas venir vers Kinshasa. Vous voulez, ça va changer comment? Parce qu'ils ont créé, eux, des miliciens. Vous avez vu ce qu'on a regardé ici. Ils ont même des mines. Ils ont chaque état-major, chaque général, chaque colonel, chacun là a ses mines. Quand on dit va vers Kitona, on dit mais mes mines là, il va parler, il ne part pas. Et il a des gens cachés, il y a des Ils se sont transformés en opérateurs économiques. Mais comment? Vous allez me poser cette question, vous le savez. Alors, vous dites que ça ne va pas. Ça peut s'arrêter si on est sévère. Ça peut s'arrêter si on arrête d'être complaisant. Ça peut s'arrêter si on reste logique de A à Z. Ça peut s'arrêter. Il n'y a aucune situation qui est, disons, sans solution. Non, c'est faux. Parce que dans les mêmes circonstances, on peut appliquer d'autres personnes, on peut mettre d'autres personnes, on peut avoir d'autres responsables, on peut avoir un autre résultat. Déjà, avec l'état de siège, c'est vrai, ça continue, mais ça a diminué. Ce n'est pas comme au départ. Ça signifie qu'on a réduit, mais il y a des choses qu'on n'a pas fait. Il y a des choses qui devaient être faites. Donc, il faut continuer à aller plus loin. Il faut d'abord les militaires, tous ceux qui étaient là, on doit les imiter tous. C'est ce qui a été dit. Parce que dans la chaîne de commandement, tant qu'il y a des complices, ces ADF-là sont alimentés. Ils ont les armes, ils ont les uniformes des FARDC, ils ont les munitions des FARDC, ils ont les fusils des FARDC. Et les effectifs, on nous a dit ici, étaient déclarés beaucoup plus nombreux que ce qu'on a trouvé là-bas. Ça signifie quoi? On envoie le nombre de munitions, on donne à une petite quantité, FARDC, une autre quantité est donnée à ce genre-là. Les uniformes et tout comme. Alors, quoi? Qui ne connaît pas ça? Très bien. Pourquoi on veut chercher... Alors, puisque nous tendons vers la fin de l'émission, parlons quand même politique, puisqu'il y a de l'actualité, en tout cas abondante. Parlons de ces processus électoraux qui fait couler beaucoup d'encre. Nous sommes en 2021, bientôt on va terminer cette année, on va entrer en 2022, l'année qui précède 2023, censée être une année électorale. À l'allure où nous sommes en train d'aller, vous ne craignez pas que, parce qu'on ne connaît même pas encore des animateurs de la CENI, vous ne craignez pas que 2023, les élections ne soient pas possibles et que l'on repousse les élections un peu plus tard, qu'on connaisse encore un certain glissement? Déjà, même s'ils étaient à temps, même si on les avait mis à temps en place, vous savez, les problèmes d'argent, les moyens,
avec Malo Malo, ici, on a eu l'expérience et déjà le budget du pays fait problème. Ils n'auraient pas eu les moyens normalement pour aller, si on avait mis ça à temps. Mais déjà avec ces retards, sachant que, quand on va mettre ces animateurs, ils doivent s'installer. Ils doivent mettre leurs équipes en place. Ils ne sont pas censés garder les mêmes équipes parce que dans l'ancienne équipe, il y a eu beaucoup de problèmes. Il faut qu'ils mettent en place des équipes, des bonnes équipes. Les former. Les former. Ça va prendre aussi du temps. Déjà, élaborer le budget. Élaborer les budgets. Soumettre ces budgets-là. Rechercher les fonds pour cela. Et ainsi de suite, faire le lobbying. Parce qu'il y a une partie d'argent qui a toujours été financée par le gouvernement. Une autre part, les partenaires internationaux. Et même cela, il y a un délai de soumission des dépenses ou de tout ce qu'on veut demander. Il y a un délai. Alors, le retard est connu. Mais les acteurs qui ont mis ça, on connaît, non? Qui ont créé ces retards. On connaît. Je suis venu... Alors, c'est à vous à répondre, de répondre à la question qui a créé le retard. Mais je j'étais ici avec vous. C'est pourquoi, José, quand on se regarde avec vous, regardez-moi dans les yeux, José. Regardez-moi dans les yeux. On était avec vous ici, je vous avais dit. Parce que la loi, on l'a fait sur la tête des clients. La loi, on l'a fait pour les prêtres, pour les confessions religieuses. Alors que je vous avais dit que les confessions religieuses n'ont pas une expérience des élections. Ces gens-là, et vous avez suivi, si vous voulez, je vous donne encore une bande. Denis Lessi, le pasteur Denis Lessi a toujours dit que depuis longtemps, depuis l'époque de Kabila, les gens qu'il désigne, et les confessions religieuses, on les amène en poche. Leur candidat n'est pas si jamais, quand ils arrivent dans la salle, on dit c'est tel candidat, on a le chef qui a... Mais Denis Lessi n'a jamais été membre de cette... n'a jamais été chef de confession religieuse pour qu'il connaisse ce qui se passe dans des réunions. Ne dites pas ça, Denis Lessi est membre de RSC. Non. Mais moi j'ai attendu. Denis Lessi a déjà démissionné, de l'RSC et puis il a créé ce qu'il a appelé RSC, je ne sais pas, réformé. Et puis, qui n'est pas une confession religieuse. Il n'a jamais représenté une confession religieuse lors de telles réunions. Pourquoi vous devez avoir foi à ces paroles-là? Ce n'est pas que je peux mettre Denis Lessi de côté. Pose la question à notre pasteur. Pose la question au pasteur Mukuna, pose la question au pasteur, parce que le pasteur Mukuna avait aussi déclaré que les candidats là qu'on donne, ce ne sont pas. Pose la question à Sonny Kafuta, il était aussi dirigeant de cette structure. Pose la question même au prêtre. Mais cette fois-ci, le chef religieux, Simon Kimbangu a dit que les candidats que lui a présentés, parce que c'est les candidats de Kimbanguistes, c'est leur candidat. Oui, mais qu'est-ce que les prêtres ont dit? Les prêtres ont dit quoi? Les prêtres aussi ont leur candidat. Non, attends, par rapport au candidat là, les prêtres ont dit quoi? Que c'est les candidats proches du président, ce n'est pas son candidat. Vous n'avez pas les oreilles pour entendre. C'est pourquoi j'ai dit, José, regarde-moi dans les yeux. Dis la vérité. Dis la vérité, ce que tu connais dans cette affaire-là. Non, c'est pas moi qui parle, c'est vous qui parlez. Justement, et quand je parle, il ne faut pas donner l'impression que c'est... Donc, la responsabilité du retard est incombée à qui? Vous le savez. Je ne sais pas. Cite-les, José. C'est aux confessions religieuses, tout le monde le dit, mais toute la presse le dit, mais qu'est-ce que c'est comme histoire? Alors, mais finalement, la solution doit être quoi? La solution, c'était, il fallait revoir, c'est cette loi-là qui était conflictogène. C'est cette loi-là les problèmes. Le problème était qu'on doit donner ça à la société civile. À la société civile, quand on parle de la société, c'est d'abord les syndicats. Parce que les syndicats connaissent ce que c'est. Mais ce que vous dites, c'est trop tard. La loi a déjà été promulguée. Et la société civile a été invitée pour travailler ensemble, pour donner des propositions. Moi qui vous parle, l'intersyndical est allé voir, il est allé jusqu'au Sénat. Nous avons vu le président Bahati Lukwebo. Nous avons déposé un document. Avant même que cette loi ne soit votée, on a dit, président, cette fois-ci, ne faites pas passer cette loi sous l'ancienne formule avec que ça doit venir des confessions religieuses. Non, parce que les 3 cycles qu'on a eus, chaotiques. Le résultat était chaotique. Parce qu'on a donné aux gens qui n'ont pas l'expérience, aux gens manipulés à souhait, parce que les confessions religieuses n'ont pas de candidats.
Parce que vous savez même, selon cette loi-là, les candidats ne viennent pas des confessions religieuses. Les candidats sont adoptés par les confessions religieuses. Ça suffit, même toi, tu peux être un parti politique, peut aller notamment négocier avec la Senco, avec les réguliers de réveil, et puis ils adoptent ces candidats. Et c'est le cas. Pourquoi ils se battent? Mais la société civile ne devait pas aussi vous comme syndicat, vous ne pouviez pas imposer non plus, c'est votre volonté parce que le pays c'est pour tout le monde, la loi est pour tout le monde. Ce n'est pas qu'on impose, on a réservé ça à la société civile. Si on demande, nous les syndicats, si nous devons présenter un syndicat, il doit être d'abord syndicaliste. S'il n'est pas syndicaliste, il ne peut pas passer. On ne peut pas prendre quelqu'un... Donc vous avez souhaité, comme c'est la société civile, mais qu'on prenne la sous-composante syndicat. Mais bien sûr... Au lieu des confessions religieuses. Au lieu des confessions... D'abord, ils sont disqualifiés, ils ne font pas des élections. Dans quelle église ils font des élections? Parce que je rappelle que le syndicat, c'est quand même la deuxième force de la société civile. Oui, est-ce que vous connaissez dans quelle église ils font des élections? Dans quelle église? L'église, ce n'est pas la démocratie. L'église, c'est la théocratie. Alors comment on va donner la démocratie aux gens qui ne connaissent pas la démocratie? C'est pour donner quel résultat? Non, attends, quand on parle... Alors, à ce jour, la solution, comment sortir de... Quand on donne à une mère de famille d'élever, la mère de famille a un sens. C'est-à-dire c'est une mère, elle a déjà donné naissance. Elle a le sens maternel, l'amour maternel. Elle a ce sens-là. Un papa a le sens de l'amour filial des enfants. Il sait au moins, il y a un sentiment que Dieu a mis dans le cœur de chaque mère, dans le cœur de chaque père. Donc, c'est ça. En conclusion, les confessions religieuses n'étant pas des acteurs électoraux, ne pratiquant pas l'élection, c'est normal que dans ces affaires, qu'on les manipule. En conclusion, vous avez 30 secondes pour conclure l'émission. En conclusion, ce que nous demandons, dans le monde du travail, nous demandons au gouvernement, au chef du gouvernement, que le monde du travail doit être désormais contrôlé, dirigé. Ça ne peut plus continuer comme maintenant, où dans ce secteur, il y a tout, on pleure des cris tout le temps. Le Premier ministre ne demande pas de compte. Le Premier ministre ne veut pas rencontrer les représentants des travailleurs. Les ministres du Travail non plus. Il travaille avec qui? Comment on peut avoir un résultat ou changer le secteur sans les acteurs du secteur? Voilà, je rappelle que vous pouvez suivre ou resuivre cette émission sur YouTube. Vous pouvez taper Joseph Mvumbi TV. Eh ben, vous suivrez toutes les émissions qui sont produites, n'est-ce pas, par nous sur ce plateau. Merci, M. Gikoukou, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Fin de cette émission. Merci, mesdames. Merci, messieurs. Au revoir.